Bienvenue dans Chronique Résiliente, le podcast qui retrace mon vécu avec le cancer du son. À l'aube de mes 25 ans, je dois affronter une épreuve immense, celle d'affronter la maladie. Cette épreuve a été intense, j'y ai perdu mon innocence, mais elle m'a fait découvrir ô combien j'étais résiliente. À travers ce podcast, je te propose de retracer mon vécu avec la maladie, mon cheminement en lien avec cette épreuve, mais également l'éveil spirituel qui a cheminé en moi lors de mon parcours de soins et par la suite. J'ai également à cœur d'amener un espace de partage et d'échange. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau épisode. On va parler un petit peu de la suite, celle qui s'est poursuivie suite au diagnostic. Parler de l'attente, de l'annonce du stade très particulière, qui était très particulière pour mon cas, de cette semaine d'hospitalisation et enfin l'annonce du protocole. Là où la machine de guerre elle s'enclenche un peu, où le combat se met en route. Et dans un second temps, je viendrai de nouveau vous donner la parole. Si vous avez envie de partager, vous, quel a été votre protocole de soins, combien de temps cela a duré, comment avez-vous vécu les premiers examens, le démarrage du protocole. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, il faut savoir que moi, j'ai été rappelée par l'hôpital environ 10 jours après avoir passé mon TEP scan. Donc, après plusieurs relances de ma part, il faut savoir, parce que je trouvais que c'était très très long comme attente et du coup, je me suis permis de relancer plusieurs fois l'hôpital parce que on m'appelait pas pour me donner les résultats. Et c'est vrai qu'on m'avait pas vraiment expliqué comment ça allait se passer la suite. Si on allait me convoquer, si on allait me dire par téléphone et me donner une date de commencement de protocole, tout ça, je savais pas vraiment la suite en fait. Et du coup, oui, j'ai trouvé ça long, dans le sens où je savais que j'avais à présent un cancer. Et du coup, maintenant que je savais ce que j'avais besoin de savoir l'étendue en fait dans mon corps, si c'était étendu gravement, si j'étais en début de stade. Et voilà, et du coup, avoir quelque chose de clair pour me donner derrière un plan d'attaque et me dire c'est bon, on y va, on commence le chapitre maladie, quoi, un petit peu, et on se bat. Donc j'avais trouvé ça plus long que la première attente de biopsie. Sûrement parce que je savais enfin ce qui se jouait en fait dans mon corps. C'est vrai que, comme je vous le disais au début, moi j'avais pas notion que c'était un cancer, donc ça c'était long, mais j'étais pas non plus hyper inquiète. Et là en fait je savais, le diagnostic était tombé et il fallait, j'avais besoin de savoir où ça en était, quoi. Donc ça me rendait un peu dingue de me dire que j'avais un crabe dévastateur dans mon corps. J'aimais bien dire ce mot. On parle souvent du crabe pour définir le cancer. Et du coup que je n'avais pas le contrôle dessus, de comment il allait s'étendre, comme je vous expliquais précédemment, et voilà, il fallait attendre les résultats. Donc c'est aussi tout un cheminement d'intégrer que notre corps il est en mauvaise santé, surtout quand on s'est pas senti malade avant. Moi c'est vrai que ça a été quelque chose de compliqué vu que j'avais pas beaucoup de symptômes. J'ai quand même pris conscience que on allait me donner des traitements qui allaient me rendre malade en fait. J'étais déjà malade, mais ça allait pas me mettre dans un état, voilà, j'allais avoir vraiment des symptômes, quoi. Et ça, c'était dur à accepter, je me souviens. J'ai fini par me rappeler et me convoquer, donc dans un service d'hospitalisation. Donc en fait, je me rappelle, c'était assez particulier. On m'a transmis une infirmière, si je dis pas de bêtises, me transmet donc en plein milieu d'un couloir, parce que j'arrive, je me présente, et elle me transmet du coup mes résultats de TEP scan. Alors... sur le moment, moi, je suis incapable de les ouvrir. Donc, c'est mon conjoint qui s'en charge. Donc, je trouve ça particulier de les avoir là, tout seul. On se retrouve tous les deux devant, du coup, un espèce... c'est comme les scanners, tout est noir et je vois plein de petites boules partout. Donc, c'est assez angoissant. Mais je suis à la fois soulagée de pouvoir prendre connaissance de l'étendue des dégâts. On voit que c'est écrit que c'est un stade 2 avec suspicion de stade 3. Donc il faut savoir, le stade 2, moi ça touchait le cou et le thymus. Et voilà, il y avait une suspicion de stade 3. Donc le stade 3, ça s'étend à la fois au foie et à la rate. Et le stade 4, si je peux finir, parce qu'il y a toujours 4 stades dans un cancer en général. Le stade 4, là, ça peut s'étendre jusqu'à la moelle osseuse. Donc c'est vrai que c'est pas le même... En général, c'est pas vraiment les mêmes traitements avec un stade plus mineur qui est moins étendu à un stade plus élevé.
Donc c'était vraiment ça aussi qu'on attendait de voir pour savoir un peu à quoi s'attendre avec le cliché médical et après j'ai la traduction par la suite. Donc par la suite nous avions rendez-vous avec un médecin pour l'annonce du stade. Donc c'est vrai que ça s'était fait en 2 temps. J'avais reçu les résultats en amont et après il y avait ce fameux rendez-vous avec un médecin. Pendant ce rendez-vous, il va m'expliquer du coup que le stade 3 n'est pas avéré et que les taches qui apparaissent sont bénins. Donc que je suis bien à un stade 2. Donc j'avoue, sur le moment, ça me fait plaisir de me dire que j'ai un peu de bénin dans le corps, parce que c'est particulier quand on vous annonce un cancer, on se dit que... En fait, on se dit mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi en fait. Je trouve que c'est hyper angoissant. Et voilà, donc je me dis bon, stade 2, c'est déjà mieux qu'un stade 3, j'essaye de voir un petit peu le positif dans ce qu'on m'annonce. Et donc pendant le rendez-vous, c'est vrai que c'est assez particulier. Je vois que le médecin, en fait, il prend vraiment connaissance de mon dossier en même temps que moi, pendant le rendez-vous. Il a l'air assez débordé, en fait, parce que je me rappelle que quand on rentre dans le rendez-vous, il est en train de finir sur un dossier, donc il nous demande de patienter, il s'excuse. Et voilà, et du coup, c'est vrai que moi, je suis assez... Je suis encore à fleur de peau, en fait, on vient de m'annoncer un cancer et donc je lui pose pas mal de questions parce que j'ai besoin d'être rassurée. Et c'est vrai que lui, il s'exprime auprès de moi avec beaucoup de hauteur. Et voilà, de mon point de vue, je le trouve assez froid. Après, ça c'est propre à chacun, mais c'est particulier. C'est particulier. En plus, il m'annonce que je vais être hospitalisée pendant 1 semaine, ce qui était pas forcément très clair pour moi avant qu'il me l'annonce. Peut-être qu'on m'en a parlé pendant le rendez-vous où on m'a annoncé le diagnostic, mais je vous avoue que voilà, c'est plus très clair dans ma tête parce que le rendez-vous où on vous annonce le diagnostic, c'est un peu le choc, la sidération. Donc en fait, notre cerveau, il prend ce qu'il peut prendre déjà et je pense qu'il prend le plus gros de l'info. Et je pense que à ce moment-là, il y a des infos qui passent à la trappe. Donc il m'annonce que je vais être hospitalisée, que là on est vendredi soir, donc au final il va me faire une permission parce que j'avancerai pas sur des examens ce week-end. Il n'y aura pas les moyens pour, donc il me dit que vaut mieux que je rentre chez moi et que je revienne dimanche soir. Donc je vous avoue que ça me rassure un peu parce que je me suis vraiment pas préparée psychologiquement à être toute seule pendant 1 semaine. Sachant que je sais que voilà, mon conjoint va venir me voir tous les jours et tout, mais voilà, il pourra pas rester dormir avec moi, tout ça. Donc en fait, je me dis bon, d'un côté c'est cool que j'ai cette permission parce que je peux me préparer psychologiquement à me dire que je vais passer 1 semaine à l'hôpital. Parce que voilà, faut savoir que moi l'hôpital c'est pas du tout un lieu que je connais bien. J'ai eu très peu de problèmes de santé dans le passé, donc à part une opération des végétations et des amygdales, j'ai pas connu grand chose en fait. Donc j'ai jamais été vraiment hospitalisée à part pendant cette opération. Donc l'hôpital m'angoisse, je vais pas vous le cacher. Le week-end passe, donc j'ai pas vraiment le moral. J'ai un petit peu le blues du dimanche soir quand faut retourner à l'hôpital. Et donc j'arrive dans ma chambre, donc je suis dans une chambre double dans un premier temps, donc avec une dame qui est bien sympathique. Donc ça c'est cool, j'essaye de me rapprocher à ce qu'il y a de positif, me dire que voilà, c'est des rencontres qu'on fait qu'on n'aurait pas forcément fait si j'étais pas passée par cette semaine d'hospi. Donc j'essaye vraiment et je vais m'étonner de plus en plus de réussir à voir toujours le positif dans des choses que je traverse, certes qui sont difficiles, mais il y aura plein de choses que je vais vivre en fait grâce à la maladie. Mon conjoint il reste avec moi jusqu'à la fin des heures de sortie, les heures de visite pardon. Et donc le lendemain, 1 semaine bien mouvementée et riche en émotions va débuter. Donc, ça commencera par une radio des poumons et une écho cardiaque. Donc faut savoir que c'est des examens préalables qui sont effectués avant de commencer une chimio, pour voir s'il n'y a pas d'anomalie, voilà, des antécédents qu'il faudrait prendre en compte avant l'administration de la chimio. Examen nickel, RAS. Et le premier élément clé de cette semaine d'hospi, qui va être vraiment le plus gros, c'est le passage au bloc. Le passage au bloc pour m'installer une chambre implantable. Il faut savoir du coup qu'une chambre implantable, c'est le dispositif qui est le
plus souvent préconisé dans les chimios. Donc faut savoir qu'une chambre implantable, c'est un boîtier en fait que l'on met sous la peau, qui est relié à un cathéter. Donc un cathéter, c'est un tuyau souple, un fin tuyau souple, qui lui du coup même est implanté dans une veine de gros calibre, qui est la voie veineuse centrale. Pour vous expliquer un peu, après n'hésitez pas à aller regarder sur Google ou un autre moteur de recherche si vous voulez voir un peu plus à quoi ça ressemble, si vous ne connaissez pas du tout. Donc pour moi ça va être un passage très chaotique ce passage au bloc, parce que ils vont être en difficulté, ils vont pas réussir à me mettre cette fameuse chambre implantable, du fait qu'il y ait beaucoup trop de ganglions, que mon cou il commence à être vraiment très enflé et voilà, et les ganglions bloquent le passage, ils arrivent pas, ils m'ouvrent le cou mais du coup ça passe pas. Le cathéter ne veut pas passer, donc voilà. On en arrive donc heureusement pendant ce moment très pénible, je rencontre une infirmière qui travaille au bloc et qui est d'une douceur incroyable, d'une écoute, et qui essaye de me faire changer les idées en fait, de penser à autre chose. Donc on parle de tout et de rien, de ma vie, de ma famille, voilà. Et je me rappelle, mais vraiment c'est une rencontre, vraiment j'oublierai pas, elle a rendu tellement ce moment plus léger. Parce que vraiment je pense que j'étais en larmes sinon du début jusqu'à la fin. Et elle a dû voir que j'étais angoissée, et du coup elle était là vraiment pour me dire que ça allait aller et parler vraiment d'autre chose. De pas rester focus dans ce moment. On dit souvent qu'il faut rester focus dans l'instant présent, des fois vaut mieux aller un peu s'évader dans ce genre de moment. On en arrive à un échec, si on peut dire, que du coup la chambre implantable ne veut pas être installée au vu de comment se présente mon cou, tout simplement. Je craque dans le couloir avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher. Donc j'ai un brancardier qui vient me chercher par la suite, dépose du coup dans ma chambre. Et donc là, j'ai ma voisine de chambre qui m'interroge. Alors, comment ça s'est passé? Donc là, j'arrive plus, je craque, je m'effondre parce que du coup, je suis dans... Je sais pas comment on va faire en fait. Si mon corps ne veut pas avoir la chambre, comment on va m'administrer les traitements? C'est vrai que moi, du coup, c'est un petit peu c'est la catastrophe. Je sais pas comment on va faire. Et donc, l'hématologue va arriver quelques minutes par la suite et c'est vrai que du coup, il va tout de suite me rassurer et me dire, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de faire administrer les chimios. Je pense que dans votre cas, on va partir sur un PICC line. Donc, dès le lendemain, si je dis pas de bêtises, on m'installe du coup ce fameux PICC line qui, là, j'ai pas besoin de repasser au bloc. Il faut juste que je sois dans une zone stérile. Et voilà, on me l'installera. Il faut savoir qu'un PICC line, c'est un cathéter central, donc inséré par la voie périphérique. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, donc ils disent que c'est un cathéter également intravasculaire, utilisé pour prélever le sang, administrer des médicaments ou effectuer des transfusions sanguines. Il est inséré dans une veine de l'avant-bras et passe jusqu'à la veine située dans le haut de l'épaule. Ce dispositif médical permet de réduire le nombre de piqûres sur les veines du patient et d'administrer des traitements par voie veineuse. Voilà un petit peu la définition. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez un peu plus creuser le sujet. Mais voilà sur quoi on va partir dans ma situation. C'est vrai que ça aura des contraintes. J'avais pas droit de me baigner. En fait, déjà, j'avais interdiction de me baigner. Du coup, c'était en plein été, donc je pouvais pas aller à la mer. Parce qu'en fait, il fallait que j'évite le plus possible de l'humidifier, mon pansement. Déjà, il fallait le changer toutes les semaines, me le faire changer par une infirmière à domicile. J'avais le pansement à changer. Donc, le côté un peu contraignant, c'est que je devais me nettoyer, du coup, quand je me douchais, du coup, avec du cellophane. Éviter le plus possible que ça prenne l'eau en fait. Mais le truc cool, c'est que j'ai pu l'enlever direct quand j'ai fini mes chimios. Contrairement à la chambre implantable des fois qui peut rester un peu plus longtemps ou même le temps d'une rémission, à ce que j'avais compris. Après j'ai l'impression que c'est un peu cas par cas, mais en tout cas le PICC line, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait pour moi. Donc voilà un petit peu pour les dispositifs sur quoi on est parti de mon côté. Donc maintenant, si vous avez envie de partager votre expérience avec moi, je vous attends en MP. Franchement, n'hésitez pas. Tous les témoignages sont les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de à quelle heure vous m'écoutez. Et voilà, je vous dis à dans 15 jours. Des bisous. Merci du fond du cœur pour ton écoute. Tu peux retrouver le podcast Chronique Résiliente sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ainsi que sur sa page Instagram Chronique Résiliente. Si le cœur t'en dit, tu peux soutenir le podcast en allant le noter sur la plateforme de ton choix. Cela soutiendra mon travail et permettra au podcast d'évoluer dans le temps.
Merci du fond du cœur.